Chère communauté rwandaise et amis du Rwanda, vous êtes les bienvenus sur les ondes de la radio ITEME, le canal de communication de l'Alliance rwandaise pour le changement, ARC. Radio ITEME, c'est le pouvoir de la parole. Chers auditeurs, auditrices, je vous donne la bienvenue encore une fois sur la radio ITEME pour une émission en français. Je suis avec mon collègue Achille Kamana où nous allons prendre quelques minutes pour vous donner l'actualité dans la région des Grands Lacs. Sans plus tarder, je donne la parole à mon collègue Achille pour qu'il puisse vous dire bonjour avant d'introduire les thèmes dont nous allons parler. Merci. Bonjour, chère Aline, et merci d'avoir préparé et présenté cette émission, cette courte émission en français. On espère que nos auditeurs et auditrices en retiennent des informations qui leur permettent de comprendre la situation en lien avec la crise sécuritaire dans la région des Grands Lacs, ainsi que la crise sociopolitique et économique au Rwanda. Donc, je vous dis bonjour et il me fait plaisir de participer à cette émission. Merci. Merci beaucoup, Achille. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de trois thèmes essentiels. Nous allons parler de la situation sécuritaire en RDC, où on a vu Félix-Antoine Tshisekedi se rendre à Bruxelles pour un tête-à-tête avec Alexandre De Croo. Aussi, nous allons parler d'une chose rare au Rwanda, qui est la manifestation des réfugiés congolais qui a eu lieu cette semaine. Nous allons vous expliquer qui est derrière cette manifestation. On va aussi parler de la crise sociale au Rwanda, où on voit que la famine maintenant commence à affecter l'éducation de nos enfants, et aussi la crise sécuritaire dans le pays, où on a des récits d'hommes dans certaines villes qui nous expliquent qu'ils doivent se cacher pour éviter d'être kidnappés. Sans plus tarder, on va revenir au premier sujet. Donc, on a vu que le 29 février, Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu à Bruxelles pour un tête-à-tête avec Alexandre De Croo. La situation sécuritaire était bien sûr à la tête du programme dont il devait parler. Ils ont parlé bien sûr de l'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur l'exploitation des minerais. Il a expliqué que cette position, selon lui, était une position intelligente parce que ils pourront tracer l'origine des minerais que propose Kagame sur le marché, et qu'il est certain que les minerais sont volés de la République démocratique du Congo et que donc Kagame ne pourra pas les vendre. Il a aussi fait part à Alexandre De Croo qu'il était prêt à discuter des sanctions individuelles et qu'il voulait collaborer avec l'Union européenne en vue d'établir cette liste de sanctions individuelles au Rwanda. Il a aussi parlé du fait que la RDC appelle régulièrement les Occidentaux à prendre des sanctions à l'encontre de Kigali, et qu'il ne cessera pas de continuer à répéter cela et à faire cette demande. Et parce que d'ailleurs, il explique que c'est la seule chose, selon lui, qui pourra faire reculer Kagame, c'est de le sanctionner très fortement de manière à asphyxier son économie. Achille, alors ma question pour toi, c'est, on voit Tshisekedi continuer à se montrer patient et ouvert au dialogue avec l'Union européenne, malgré ces accords qui, selon moi, sont assez, je dirais pas, je sais pas si c'est une frappe à l'encontre de la RDC, mais en tout cas, faire des accords avec l'envahisseur de la RDC, je pense que c'est quand même une petite trahison, je dirais. Et Fachi n'en décolère pas. Il est toujours prêt à discuter. Il est toujours prêt à collaborer avec l'Union européenne pour trouver une solution. Comment expliquer alors ce sang-froid qu'il ait accepté d'aller à Bruxelles, alors que personnellement, je pense que ces accords étaient un couteau dans le dos. Quel est ton avis, Achille?
Merci Aline de me poser cette question qui en réalité touche aussi la vie politique au Rwanda. Le constat qu'on peut faire dès le départ, c'est que l'attitude hégémonique, les comportements de Paul Kagame, sa vision des choses s'est cristallisée en lui. C'est-à-dire qu'il ne connaît aucun autre moyen de maintenir ou préserver son pouvoir à part l'exploitation illicite et illégale des ressources minières en RDC. Ce qui est triste, c'est de voir une institution comme l'Union européenne oser signer des accords publics de façon publique avec ce pays qui, on le sait, sur le plan de la géologie, n'a pas ces minéraux. Moi, j'ai eu la chance de faire des études au Rwanda depuis le niveau du primaire et du secondaire. On nous a jamais dit que le Rwanda avait de l'or ou du coltan. Alors, quand est-ce qu'il y a eu des études géologiques qui ont prouvé, et puis des études géologiques qui ont été faites en toute transparence dans une optique scientifique, depuis quand ces études ont été faites et depuis quand elles certifient que le Rwanda a ses minéraux. Donc, tout est faux, tout est une manipulation, encore une fois, de Paul Kagame, qui, comme je viens de le dire, a une attitude cristallisée vis-à-vis de la RDC, c'est-à-dire que pour lui, sa survie dépend de la déstabilisation de la RDC. Maintenant, de l'autre côté, le président Félix Tshisekedi a eu une très belle lecture, une très bonne lecture, ou bien une lecture pragmatique, une lecture juste de la situation. Premièrement, il reconnaît qu'il y a un pouvoir au Rwanda, un pouvoir qui n'a aucune adhésion populaire. Ça, c'est un. Deuxièmement, il reconnaît qu'au contraire, les Rwandais vivent sous la dictature et l'oppression de Paul Kagame. Et troisièmement, il sait très bien que Paul Kagame a une mainmise sur les ressources minières de la RDC avec l'aide de certaines entreprises ou bien des multinationales et l'aide ou bien le silence de certains pays occidentaux qui se taisent devant le drame qui se produit pour l'exploitation illégale et illicite de ces ressources minières. Il ne faudra pas que la patience du président Félix Tshisekedi se cristallise de l'autre côté. Donc, si on a une attitude d'ingérence, une attitude d'agression militaire cristallisée, et que de l'autre côté, nous avons une patience cristallisée, je ne pense pas qu'il y aura une issue qui répondrait aux besoins de la population, une population qui vit sous la guerre, sous l'insécurité depuis près de 30 ans. Je tiens à rappeler, Aline, que quand le Front patriotique rwandais a attaqué le Rwanda en 1990, la majorité des réfugiés qui étaient au nord-est du Rwanda, c'est-à-dire Byumba, Kibungo, ont fui dans des zones intérieures du Rwanda, c'est-à-dire Kigali rural et la ville de Kigali. Par après, en 1994, quand il y a eu le drame, le génocide contre les Tutsis, ainsi que les massacres massifs qui ont été perpétrés contre la population dans son ensemble, parce qu'il faut le dire, il y a des Hutus qui ont massacré des Hutus, il y a des Tutsis qui ont massacré des Tutsis, il y a des Hutus qui ont massacré des Tutsis, et il y a des Tutsis qui ont massacré des Hutus. C'est ça la réalité. Quand ce drame s'est produit, il faut se poser la question, et puis Charles Onana en parle aussi dans ses recherches, pourquoi l'ensemble des réfugiés ont été dirigés vers le Zaïre? Pourquoi? Et les différentes documentations montrent aussi que la gouvernance en RDC a sollicité les Nations Unies pour gérer cette crise de réfugiés. Pour rappel, il y a eu à peu près 1,5 million de réfugiés qui se sont installés tout de suite dans la zone du Kivu en RDC. Ça n'est suivi, tout ce que vous savez, la guerre de 1996, 1998, MRCD, RCD, M23-1, M23-2, et maintenant ce que le président Tshisekedi a appelé comme des aventuriers ou des, je ne me rappelle pas du mot qu'il a utilisé, mais des clowns de l'AFC, Alliance du fleuve Congo. Et donc, tout ça fait partie de la manipulation de Paul Kagame et l'objectif est vraiment l'exploitation, le pillage des ressources minières, parce que ce pillage lui permet de consolider son pouvoir au Rwanda et de l'autre côté,
cela lui permet aussi d'avoir le silence ou l'inaction des pays partenaires du Rwanda, la majorité étant des pays qui font partie de la zone qu'on appelle l'Occident. Et donc, Kagame maintient ce pouvoir comme ça. Donc, quelque part, comme je l'avais dit la dernière fois, la RDC est en train de se battre pour la survie de leur nation, de leur pays, tandis que Kagame se bat pour la survie de son pouvoir. Et donc, ces accords, je les considère tels que le président Tshisekedi les a considérés. C'est vraiment un couteau dans le dos. C'est cynique, c'est hypocrite et c'est aussi de l'orgueil quelque part de signer des accords avec un pays qui, d'une part, vous dénoncez ce pays, vous dénoncez la gouvernance de Paul Kagame comme étant responsable de la sécurité en RDC, et d'une autre part, vous signez des traités et des accords avec lui qui lui donnent de l'argent, sachant que vous avez eu plusieurs études qui démontrent qu'il n'y a pas de transparence au niveau de la gestion du budget au Rwanda. Et donc, quelque part, les gens ne sont pas fous ou les gens ne sont pas folles. On est sous le fait accompli. Kagame répond à certains intérêts des Occidentaux et ils ne veulent pas le lâcher, ou bien ils attendent que quelqu'un d'autre réponde à ses intérêts avant de le lâcher. C'est ça la réalité. Merci beaucoup, Achille. On va faire un saut au Rwanda où on a vu des réfugiés congolais vivant dans les camps de Kiziba et Nakamira, au Rwanda donc, qui ont pris d'assaut les routes du pays pour exprimer leur indignation. Vous allez me demander quelle indignation. Il s'agit apparemment de réfugiés issus des communautés ethniques Emma de la région Ituri, des Tutsis du nord Kivu et des Banyamulenge du sud Kivu, qui dénoncent les attaques ciblées et les actes de cannibalisme perpétrés contre leurs compatriotes en RDC. Donc, on sait que ça, c'est la stratégie de Kagame, du régime de Kagame, qui consiste à dire qu'il y a un génocide qui est commis par les FARDC et sa coalition contre les Tutsis. Il s'avère que durant des années, je ne sais pas qui lui a donné cette autorisation, mais Kagame se dit le sauveur des Tutsis depuis 1994. Il accuse les dirigeants donc du régime de ils disent que c'est un régime, mais je pense que il faut dire que Tshisekedi n'a pas de régime étant donné qu'il a été élu démocratiquement contrairement à Kagame. Mais donc ils accusent Tshisekedi ainsi que d'autres membres de la société civile de tenir un discours de haine et de la xénophobie. Quand est-ce que vous avez entendu Tshisekedi dire autre chose que de dire que ces personnes-là étaient congolais et qu'ils avaient leur place? Je pense qu'on l'a entendu condamner des discours de haine et de la xénophobie plus d'une fois. En plus, ils disent que il y a des années de souffrance dans ces camps de Kiziba et Nakamira qui sont situés dans les régions de Karongi et Nyabihu. Donc, ces réfugiés ont décidé de se mobiliser pacifiquement pour attirer l'attention de la communauté internationale. Donc, ils demandent au gouvernement de la RDC, à la communauté internationale, d'intervenir d'urgence pour mettre fin à ce génocide. Et c'est aussi important de souligner que parmi ces réfugiés se trouvent des individus qui ont échappé à la RDC depuis 28 ans. Donc, c'est quand même assez longtemps de vivre dans un camp de réfugiés et que certains d'entre eux ont été victimes de crimes contre l'humanité et traitements inhumains. Sachez que ceci, c'est l'État de Kigali qui le dit. Donc, c'est l'État de Kigali qui dit que ces personnes-là sont en train de se manifester contre le génocide congolais qui est commis par le gouvernement Tshisekedi, car c'est eux qui le disent, ils l'ont dit plusieurs fois. Et en plus, je pense pas que c'est ces réfugiés qui disent cela. Et en plus, on se demande qui a organisé cette manifestation. On n'a jamais vu une manifestation organisée au Rwanda qui n'a pas été réprimée. Or, cette fois-ci, on a vu des médias qui sont pro-gouvernementaux comme Mama Urwagasaba ou Kwezi TV qui ont été là pour filmer et limite, je pense, mettre un accent particulier sur ces manifestations. Et ils ont donné la parole à ces réfugiés où ils chantonnaient
des chants que ça se voyait très bien qu'ils ont répété cela. Et le chant était de dire nous sommes là pour arrêter le génocide contre les Tutsis des Banyamulenge et les Emma de la région d'Ituri. Donc ma question pour toi, Achille. Qu'a fait le gouvernement rwandais lors de la dernière manifestation des réfugiés qui a eu lieu en 2018? Je ne sais pas si tu t'en souviens. Et puis tu me diras aussi, qu'a fait le gouvernement rwandais aux Tutsis qui ont survécu au génocide de 1994? Je te donne l'exemple de Kizito Karasira Rwigara. Et je te demande aussi si ce n'est pas honteux qu'une dictature sanglante comme celle de Kagame puisse parler de crimes contre l'humanité et de traitements inhumains. Merci. Merci Aline pour cette question qui, à mon humble avis, nécessiterait aussi que nous organisions, bien que nous préparions une émission spéciale pour que nos auditrices et auditeurs comprennent la réalité des choses. Premièrement, Aline, tu me permets de retourner un peu dans l'histoire, un peu dans les années 92-93. Parce que la réalité est que ces réfugiés qu'on a vus manifester récemment, de Kiziba et puis d'ailleurs, sont des otages, en fait, de Paul Kagame. Je tiens à rappeler que dans les années 92-93, lorsque des milliers de Tutsis quittaient le Burundi, le Rwanda et le Zaïre pour aller renforcer les rangs du FPR, donc de l'armée du FPR, qui s'appelait dans le temps l'armée patriotique rwandaise, qui est actuellement devenue l'armée rwandaise, des jeunes ont été massacrés. Ils ont été massacrés parce qu'ils étaient intelligents, parce qu'ils avaient fait des études, parce que c'était des jeunes éduqués qui n'allaient pas adhérer nécessairement aux visées hégémoniques de Paul Kagame. Et c'était des Tutsis. Et donc, quand on parle de l'histoire, on oublie que le FPR de Paul Kagame fait partie aussi des organisations ou des instances ou des acteurs qui ont fait mal aux Tutsis au Rwanda. Deuxièmement, durant la guerre et le drame de 1994, le génocide contre les Tutsis 1994 et après cela, d'autres Tutsis ont été assassinés par le régime du FPR parce que c'était des Tutsis qui n'adhéraient pas à la politique et à la vision de Paul Kagame. Et donc, quand on parle de l'ennemi des Tutsis, Paul Kagame en est un, si ce n'est pas le principal ennemi des Tutsis. Et on va aller dans les années 96, avant la guerre, avant la première guerre du Zaïre, de la RDC, donc communément appelée le Zaïre dans l'ancien temps. Lors de cette guerre, lors de la préparation de cette guerre, l'état-major de Paul Kagame a réuni plusieurs officiers militaires, donc des officiers militaires de l'armée rwandaise, mais dont la majorité avait des origines au Zaïre. Ils les ont réunis, leur demandant d'adhérer au plan d'envahir le Zaïre, et pour s'y faire, ils leur demandaient de faire en sorte que leurs parents ou leurs familles quittent le Zaïre et qu'ils viennent s'installer au Rwanda pour démontrer à la communauté internationale qu'il y avait une partie des Congolais, donc des Zaïrois, d'origine tutsi ou rwandophone, ils mélangent tout, qui n'étaient pas intégrés dans la gouvernance du Congo, bien du Zaïre. Beaucoup de ces officiers militaires se sont opposés à cela en disant mais non, nos familles vivent très bien au Zaïre, ils ont des terres, ils ont des pâturages, ils ne manquent de rien. Pourquoi on devrait leur donner le statut de réfugié dans un pays qui n'est pas le leur? Et la promesse qui était donnée, paraît-il, et puis ces informations, je les ai reçues de quelqu'un qui est crédible et fiable. Donc, la promesse qui était donnée, c'était qu'une fois que la guerre serait terminée, le Rwanda allait faire en sorte qu'il y ait un pays qui s'appelle le Kivu, qui allait appartenir à ces communautés. Et donc, certains ont adhéré à ce plan de force. La majorité s'est opposée à ce plan. Et devine quoi, Aline,
ils ont été assassinés dans des circonstances mystérieuses, des accidents, des assassinats sommaires en public, des assassinats à leur domicile. Et donc, cette crise commence à ce niveau-là. Et c'est comme ça que s'installe au Rwanda des rwandophones congolais qui n'ont eu aucun problème avec le pouvoir en place. Et ils s'installent au Rwanda par force. C'est pour ça que j'ai parlé d'otages. Et même dernièrement, c'est-à-dire en 2023, vers la fin de 2023, on a su que l'armée rwandaise a pris encore une fois en otage certains réfugiés congolais qui fuyaient la guerre dans les zones où le M23, Rwandese Defense Force, RDF, avait attaqué. Et donc, ces réfugiés servent d'alibi pour Paul Kagame afin de justifier les motifs qui font en sorte qu'il soutient le M23, qui est arrêté son armée, et des motifs qui viennent appuyer ces explications sur le problème ou les différents problèmes qui sévissent en RDC, notamment le fait qu'il y a une partie des Congolais qui ne sont pas intégrés, les discours de haine, etc., etc., etc. Donc, Paul Kagame est un être humain qui a été habitué à utiliser tous les outils, toutes les forces, tout ce qui est en sa disposition pour justifier ses actions indignes. Et donc, on ne peut pas concevoir, et on a reçu des témoignages en audio, malheureusement ils sont en Kinyarwanda, des gens qui expliquaient comment ils ont été mobilisés. Il y a même des fuites qui sont sorties sur les réseaux sociaux où on entendait des cadres du FPR en train de les entraîner à répéter les slogans qui étaient affichés sur leur pancarte et sur leur bannière. Et donc, c'est une autre manipulation qui vise juste à justifier la position de Paul Kagame sur la RDC. Mais ce que je peux dire, c'est que pour Paul Kagame, c'est trop tard. Je pense que le monde a déjà tourné la page sur ce qu'il faisait en RDC et ce qui reste, c'est la chute et comment la chute va s'actualiser. Mais ces otages seront libérés à un moment donné, tout comme les otages rwandais aussi qui vivent au Rwanda seront libérés à tout moment. Parce que vous vous imaginez si l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie et la RDC, d'ailleurs la Zambie, le Malawi, le Mozambique, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, si tous ces pays qui abritent des Rwandais réfugiés se mettaient à les armer contre le Rwanda, vous imaginez où en serait le pouvoir de Paul Kagame. Donc, quelque part, il y a un orgueil, il y a l'ivresse du pouvoir aussi, qui fait en sorte que sa lecture de la situation n'est pas lucide. Et c'est pour ça qu'on parle de Paul Kagame comme un suicidaire. Parce que cette guerre, il ne va pas la gagner. Malheureusement, il y a beaucoup d'individus qui perdent la vie, des personnes innocentes qui perdent la vie dans cette guerre, pendant que Paul Kagame, lui, se tourne les pouces et pendant que sa famille jouit de tous les privilèges qui existent dans le pays. Et donc, c'est une situation qui ne va pas durer trop longtemps. Mon message est que ces réfugiés sont des otages et ils ont été forcés à manifester. Merci. Oui, merci Achille. Je pense que lorsqu'on parle du traitement inhumain des Tutsis, je pense que le premier, c'est aussi Kagame. Moi, mon conseil pour lui, ce serait d'abord de s'occuper des Tutsis dans son propre pays avant de se soucier de l'état des Tutsis dans d'autres pays. Le dernier mot... En fait, Aline, sans te couper la parole, en réalité, les Tutsis ne se sont jamais réunis en association ou en coopérative pour mandater Paul Kagame de les protéger. Et la notion Tutsi n'existe même pas au Congo. Il y a des liens anthropologiques entre certains peuples de la RDC et les peuples du Rwanda, tout comme il y en a avec des peuples de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Burundi. L'Afrique est vaste et elle est plurielle. On ne peut pas la diviser sous prétexte juste de pouvoir répondre à ses propres besoins. Et les Tutsis nous ont mandaté Paul Kagame de les protéger. Et cette notion n'existe pas en RDC. D'ailleurs, plusieurs personnalités qu'on peut
qu'on peut identifier comme étant des Tutsis font partie de l'armée congolaise, ils font partie aussi de la gouvernance de Félix Tshisekedi. Et donc, tout n'est que manipulation. Et voilà, je te laisse continuer. Merci Achille. Et puis de toute façon, même si les Tutsis s'étaient réunis pour mandater une personne, je ne pense pas qu'ils auraient mandaté la personne qui viendrait les tuer pour enfin utiliser leur nom pour sa propagande propre. Donc, je pense que le débat est assez clair. Toujours au Rwanda, je voudrais parler de ce qu'on apprenait cette semaine dans la ville de Muhanga, qui concerne en fait, je pense que ce régime de terreur arrive à un niveau qu'on n'aurait jamais pu penser, mais on apprenait que des hommes se cachent pour éviter que les autorités ne les kidnappent, pour les amener dans des centres de vagabonds ou sans-abri. Il s'agit de sortes de prisons. Les autorités peuvent vous y amener. Si vous allez acheter le pain, vous pouvez rencontrer ce qu'on appelle des tifus, qui peut ordonner à ce qu'on vous amène dans ces centres. Donc, il y a une politique assez claire du FPR qui vise à terroriser, à criminaliser la population. On a déjà vu des kidnappings de jeunes hommes pour les amener se battre dans le M23 RDF de Kagame. On a aussi entendu récemment des vieux hommes de 68, 70 ans qui s'en font aussi kidnapper pour les amener dans ces centres. Cela m'amène aussi à penser aux nombreux youtubeurs tels que Tuma Hassani, Kalastela Aimable, Yvonne Damandier, beaucoup d'autres qui sont emprisonnés dans ce plan diabolique du FPR à criminaliser la population et à faire régner la terreur. Donc Achille, ma question pour toi, en vue de tout ça, quel espoir nous pouvons avoir pour la simple liberté de vivre et d'être pour le Rwandais moyen? Qu'est-ce que le Rwandais moyen peut faire pour avoir le droit de simplement vivre sans rien demander d'autre au FPR? On sait que le Rwandais est affamé, on sait que le Rwandais est appauvri, on sait que les Rwandais n'ont quasiment plus aucune liberté, mais lorsqu'on arrive à un point où même la liberté d'être n'est plus là, quel est l'avenir du Rwandais et est-ce que le Rwandais est voué à l'oppression sans fin? Merci Achille. Merci Aline de me poser cette question qui en réalité n'est pas facile, hein? Parce que pour y répondre, il faut considérer plusieurs facteurs, plusieurs faits historiques ou plusieurs faits qui sont en lien aussi avec les rapports nord-sud. Pour y répondre, je vais d'abord utiliser les concepts que Karl Marx avait utilisés quand il parlait des prolétaires. Il avait utilisé les concepts d'aliénation et d'ancrage. Aliénation, perte de pouvoir. Ancrage, c'est quand la personne qui a perdu le pouvoir finit par adopter cette perte de pouvoir comme étant normale. Et du coup, cette posture va déterminer aussi son attitude face à son propre pouvoir et face à ses oppresseurs. Et donc, les Rwandais ont vécu pendant des siècles sous des dictatures militaires. Lorsqu'ils ont eu la chance d'exercer leur citoyenneté, c'est-à-dire leur liberté en tant que citoyens, citoyennes du Rwanda, il y a eu des drames, il y a eu des guerres et il y a eu des instabilités civiles, il y a eu des guerres civiles et une guerre armée qui a fait en sorte que depuis ce temps, malgré tous les morts, malgré tous les Rwandais qu'on a perdus, des intellectuels, des jeunes, des personnes âgées qui avaient des connaissances sur la culture, sur les valeurs de la société rwandaise, on a perdu toutes ces personnes pour aboutir à l'instauration des régimes autoritaires, sanguinaires, celui de Paul Kagame. Et donc, tous ces drames ont eu lieu pour rien, parce qu'ils n'ont pas cessé, ils ont continué même sous la dictature de Paul Kagame. Alors, qu'est-ce que Paul Kagame a fait une fois arrivé au pouvoir? La première chose qu'il a fait, c'est d'éliminer tous les intellectuels. Deuxième chose, c'est de clairement détruire toutes les bases de l'éducation. Et troisièmement, comme
plusieurs philosophes l'ont nommé dans le temps, quand on soumet une population appauvrie à l'ivresse, à la sexualité, la prise de conscience sur l'autodétermination devient carrément impossible. Et c'est le constat que je fais sur la population rwandaise, surtout les nouvelles générations et ceux qui vivent au Rwanda en ce moment. La dictature de Paul Kagame est une dictature qui ne recule devant rien. Même les Rwandais qui fuient cette dictature à l'étranger sont pourchassés. Même nous qui parlons en ce moment, on doit faire attention par rapport à notre sécurité. Il y a quelques semaines, Aline, il y a un Rwandais, il y a un policier de la gendarmerie royale du Canada, la GRC, d'origine rwandaise, qui a été arrêté et en ce moment qui est poursuivi pour trahison parce qu'il donnait des informations au pouvoir de Paul Kagame, des informations sur des Rwandais qui vivent au Canada. Et donc, c'est un régime qui ne recule devant rien pour maintenir son oppression. Et face à cela, l'attitude de la population rwandaise a été celle qu'on a vue à Stockholm, donc d'adhérer à la logique du bourreau, c'est-à-dire acclamer, applaudir et clairement adhérer à la dictature de Paul Kagame. Ça, c'est une partie de la population. Les autres n'osent pas parler, ils se cachent, ils font profil bas et dénoncer cette dictature, ils sont soumis à toute forme d'oppression, toute forme de moyens ou bien de mesures répressives. Et donc, globalement, cela fait en sorte que on subit, surtout ceux qui sont au Rwanda, ils subissent. Il y a quelques-uns que tu as nommés, notamment Karasira, Ida Manye, Tchouma Hassan, qui ne faisaient pas de politique, qui ne faisaient que rencontrer les populations qui étaient délaissées par l'État au niveau du bien-être social. Ils ne faisaient que les rencontrer et dire ou bien informer l'opinion publique que ces gens méritaient ou nécessitaient de l'aide de la part du gouvernement. Il a été emprisonné pour ça. Il y a Théoneste Nsengimana qui est emprisonné pour ça. Il y a Rachid qui est emprisonné pour ça. Il y en a plusieurs. Il y a eu aussi des acteurs politiciens qui ont été emprisonnés à cause de ça. On parle de Ingabire, Victoire, on parle de Diane, on parle de Dr Kayumba Christophe, Dr Nite Yekateonest, Maître Bernard Tangana. Il y en a plusieurs. Et il y en a d'autres qui ont été assassinés, notamment à André Kagaguiseleka, qui était un membre du bureau politique du FPR. Et donc, c'est pour ne citer que ces cas-là. Et cela fait en sorte que l'espace politique est fermé. Toute sorte ou bien toute forme de liberté est réprimée au Rwanda. Et par conséquent, on a une population qui est soumise à la dictature de Paul Kagame et qui ne croit pas en ses chances de s'émanciper parce que le peu de Rwandais, les quelques acteurs qui ont essayé de défier le pouvoir à l'intérieur ont été réprimandés de façon très sévère, notamment les emprisonnements qu'on voit, les disparitions aussi. Il y a eu l'assassinat de Kizito qui prenait une réelle réconciliation entre les Rwandais et même entre les Rwandais et les Congolais. Il y a eu Innocent Bahati qui a disparu, ça fait bientôt 3 ans ou 4 ans. Les années passent tellement vite qu'on n'a même plus la notion du temps. Et donc, c'est ça le constat. Par contre, comme les Rwandais l'ont fait depuis des siècles et des siècles, il y a toujours une partie de la population rwandaise qui se rebelle, qui refuse d'accepter de suivre la dictature, qui refuse de se soumettre à la dictature et qui le fait avec détermination parce qu'ils n'ont pas peur de la mort, ils n'ont pas peur de ses représailles. Beaucoup, il y en a plusieurs qui ont été assassinés, beaucoup ont perdu la vie dans cette lutte, mais c'est dans cette optique que s'inscrit aussi notre mouvement, Aline, l'Alliance rwandaise pour le changement. On a fondé ce mouvement pour apporter notre apport dans l'activisme qui vise à ouvrir l'espace politique au Rwanda, instaurer un véritable état de droit au Rwanda et finalement instaurer le respect de la dignité humaine. C'est ça l'essence de notre lutte. Et aussi longtemps que nous allons continuer ce combat, cette mobilisation, cette sensibilisation, aussi longtemps que nous allons lever la voix, je pense qu'il y a espoir pour les Rwandais, d'autant plus que le régime de Paul Kagame n'est plus nuisible seulement pour les Rwandais. Il est nuisible pour les Burundais, il est nuisible pour les Ougandais,
il est nuisible pour les Tanzaniens, il est nuisible pour les Congolais, parce qu'il y a une guerre au Congo. Le Rwanda est pris main dans la poche en train d'attaquer le Burundi. Dernièrement, la Tanzanie a pris des mesures très sévères envers les réfugiés rwandais qui vivent en Tanzanie, parce que leur service de renseignement juge que parmi ces réfugiés, il y a beaucoup d'éléments des services de renseignement de Paul Kagame. Et par ailleurs, l'armée tanzanienne se bat contre l'armée rwandaise en RDC à travers la mission de la SADC, qui vient d'être soutenue par l'Union africaine et qui est en quelque sorte aussi soutenue par l'Union européenne, parce qu'après le voyage de Félix Tshisekedi à l'Union européenne, je ne sais pas si tu as suivi, Aline, l'Union européenne, la France, ont changé de ton. En ce moment, ils exigent que le Rwanda se retire de la RDC, que le Rwanda cesse de soutenir le M23 et que le M23 cesse les hostilités. Et donc, c'est un changement aussi, c'est un changement de posture en espérant. Ça ne suffit pas parce que les sanctions sont celles qui vont faire en sorte qu'il y aura la paix durable au Rwanda et dans la sous-région. Mais pour revenir sur la situation des Rwandais, ce sont des opportunités. Ce sont des opportunités parce que si le régime de Paul Kagame a plusieurs ennemis et que ces ennemis parviennent à se mettre ensemble, à unir leurs forces contre cette dictature, je pense que le rapport de force change et c'est à ce niveau qu'il est très important que les Rwandais se mobilisent. Il est temps et c'est le moment plus que jamais de se mobiliser, d'unir nos forces pour rétablir ou bien pour instaurer la dignité humaine au Rwanda. Et je tiens à informer les Africains qui adhèrent à la politique de Paul Kagame, qui sont manipulés par les discours de Paul Kagame, que Paul Kagame est un anti-africain. C'est un président qui tue ses frères congolais. C'est un président qui soumet la population rwandaise, et la population rwandaise fait partie des peuples africains, qui soumet cette population sous une oppression sanguinaire, une oppression indigne du respect des droits de l'homme. Et donc, quand on voit certains chefs d'État avoir des discours, des beaux discours envers leur propre population, dénoncer l'ingérence de certaines puissances étrangères dans leur pays et qu'on les voit envoyer des missions diplomatiques au Rwanda pour développer des éventuels partenariats au niveau de la sécurité et d'autres choses avec Paul Kagame, on se questionne sur la cohérence de leur discours, on se questionne aussi sur le niveau d'information qu'ils ont sur Paul Kagame et nous pouvons leur promettre que nous allons nous arranger pour qu'ils aient la bonne information et qu'ils aient le réel profil de Paul Kagame, parce qu'il ne faut pas se tromper sur ce genre d'individu. Merci Aline. Merci Achille. En parlant d'information, je pense qu'en l'occurrence, la Belgique est très bien informée sur les crimes de Kagame. Il y a beaucoup de réfugiés rwandais en Belgique, donc ils ont plus que assez d'informations sur les crimes de Kagame. Mais comme tu m'as dit une fois, dans la politique, c'est les intérêts qui comptent. Et je pense que maintenant, la balance commence à changer, où il y a moins d'intérêt de travailler avec Kagame et plus d'intérêt de travailler avec la RDC, avec son nouveau gouvernement. Et donc, je pense qu'on n'a jamais eu autant d'espoir qu'aujourd'hui. Pour terminer, je voulais aussi vous dire que dans la province de Houillé, on a des récits de parents dont les enfants ont été chassés de l'école faute de pouvoir payer pour le repas de midi à l'école. Donc la famine, on sait qu'elle fait ravage dans le pays depuis longtemps, mais elle commence à affecter la scolarisation des enfants. Or, on sait que le niveau d'éducation est déjà très bas au Rwanda. L'autre jour, le journal Igihe nous expliquait que seulement 4% des professeurs étaient capables de donner cours en anglais, alors que vous savez que l'anglais est la première langue d'instruction au Rwanda. Donc, c'est très, très alarmant. Donc, ma question maintenant, c'est ces enfants qui n'ont plus droit à accéder à cette éducation qui est déjà très bas, quel avenir à le Rwanda de demain avec des hommes et des femmes affamés et illettrés, car on sait que l'avenir, c'est la nouvelle génération. Donc, si ces enfants n'ont pas de quoi manger, si ces enfants n'ont pas cette éducation, si bas soit-elle,
quel avenir pour eux. Personnellement, je m'inquiète très fort. Il y a une situation sécuritaire dans notre pays qui est assez alarmante. Il y a une famine alarmante. Tout est alarmant, rien ne va dans le pays. Achille, je pense que la situation n'a jamais été aussi urgente qu'elle est aujourd'hui. Quand je pense à ces enfants, je me demande qu'est-ce qui leur passe par la tête, sachant qu'ils ont un dirigeant qui se proclame sauveur, qui est venu changer leur vie depuis 1994 et qui, en échange, leur a donné oppression, famine, insécurité et bien beaucoup d'autres choses qui sont nocives pour leur développement. Quel est ton avis sur l'avenir de l'éducation et l'avenir du bien-être de nos petits qui grandissent aujourd'hui et qui sont la génération de demain? Merci Aline. C'est une question qui déchire le cœur parce que justement, nous sommes des patriotes, nous aimons le Rwanda et nous ne pouvons pas aimer le Rwanda sans aimer les Rwandais, nos chers compatriotes. Tout ce que tu viens de nommer est la conséquence directe de l'inexistence de l'état de droit au Rwanda. Au Rwanda, les instances étatiques sont remplies de serviteurs de Paul Kagame. Et par conséquent, il n'y a plus de compétences au niveau de la gouvernance. C'est-à-dire que tout est dirigé par Paul Kagame au pouvoir. Or, un pays dont la population est éduquée implique nécessairement aussi une certaine autodétermination, une certaine compréhension de soi, de sa société, mais aussi cela implique un certain pouvoir au niveau de l'exercice de la citoyenneté. Et si c'était le cas, Paul Kagame ne pourrait pas faire ce qu'il fait en ce moment. Il ne pourrait pas décider tout seul de la survie ou bien de la vie d'une nation. Et donc, la solution, c'est l'instauration d'un véritable état de droit au Rwanda, un état de droit dans lequel des Rwandais compétents pourront servir le peuple. C'est ça qui fait défaut. On ne peut pas espérer avoir un niveau d'éducation de qualité pendant que ceux qui servent la population au ministère de l'Éducation le font pour servir les intérêts d'un seul homme et de sa clique, des intérêts qui visent à s'enrichir et à se maintenir au pouvoir. Et donc, la situation est alarmante. C'est une crise qui date de très longtemps. Mais cette famine, elle est aussi le produit du fait qu'au Rwanda, il n'y a seulement que deux classes. Il y a une classe minoritaire de privilégiés et une grande classe majoritaire de personnes qui sont opprimées. On ne parle même pas de manque de privilèges, on parle vraiment d'oppression. Et qui sont ces gens qui gravitent autour de Paul Kagame? Ce ne sont que des gens qui adhèrent à sa philosophie immorale. Alors, comment est-ce qu'on peut penser au bien-être de la population pendant que la gouvernance est composée de personnes qui ont adhéré ou bien qui ont épousé des principes immoraux? Des principes immoraux qui sont caractérisés par la terreur, par des assassinats sommaires, par une famine imposée, par un appauvrissement volontaire de la population. Quand je dis volontaire, c'est le FPR qui appauvrit la population. Et d'ailleurs, le FPR n'existe plus parce que quand on analyse ces principes fondateurs, il n'y a aucun principe fondateur du FPR qui est suivi. Et donc, le pays où la gouvernance de Paul Kagame, quand on vous dit que c'est une gouvernance qui n'a pas l'adhésion populaire, ça vient de tous ces facteurs. Et au-delà de ça, il y a aussi cette crise géopolitique qui touche la sécurité des pays voisins du Rwanda. Et donc, je ne suis pas surpris de cet état de la situation. Il y a plusieurs autres situations qui nous déchirent le cœur. Aline, le tourisme sexuel qui est au Rwanda, les jeunes filles ne peuvent pas survivre sans vendre leur corps. Les jeunes garçons sont enrôlés de force dans l'armée. Les personnes âgées sont en train de mourir de faim.
Et le reste, ce sont des personnes qui sont déprimées, qui ont des problèmes de santé mentale que le gouvernement du Rwanda ose même évoquer. Et c'est comme ça qu'ils évoquent aussi, à travers leurs médias de propagande IGA, que 4% des enseignants, qu'il n'y a que 4% des enseignants qui maîtrisent l'anglais. Mais d'où vient ce problème-là? Aline, entre 2004 et 2006, si je me rappelle bien, il y a eu des mandats d'arrêt contre des dignitaires du régime de Paul Kagame, des mandats d'arrêt issus par la justice française. Suite à cela, Paul Kagame, avec son impulsivité, a décidé de bannir le français dans toutes les instances étatiques et gouvernementales du pays, administratives. Et donc, ils ont ordonné à tous les enseignants d'enseigner en anglais et on leur donnait 30 jours pour apprendre l'anglais et d'être capable d'enseigner en anglais. C'est là que ça a commencé. Donc, c'est la conséquence aussi des actions impulsives de Paul Kagame. Mais derrière ces statistiques se cache quelque chose qu'il faut démontrer, qu'il faut mettre à la lumière de l'opinion publique. Quand le gouvernement rwandais est connu pour inventer des statistiques fausses pour redorer son image. Alors, quand ils osent sortir des informations comme celles démontrant qu'il n'y a que 4% des enseignants qui maîtrisent l'anglais, c'est une façon de démontrer qu'il y a un problème qui touche les besoins de la population et que les partenaires du Rwanda devraient financer le régime de Paul Kagame pour financer la formation ou l'enseignement de la langue de l'anglais aux enseignants au Rwanda. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Commonwealth, à un moment donné, sera amené à financer la mise à niveau des enseignants au Rwanda. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de santé mentale, ça veut dire que l'OMS ou bien les autres instances gouvernementales ou non gouvernementales vont financer des programmes pour solutionner ces problèmes. Mais la réalité est que ces financements vont servir à payer la logistique de l'armée rwandaise et en d'autres termes, continuer à maintenir Paul Kagame au pouvoir et continuer à favoriser, encourager directement ou indirectement la guerre qui sévit à l'est de la RDC, une guerre dont je ne cesserai de le rappeler est basée sur l'exploitation illicite et illégale des ressources minières. Merci Aline. Merci Achille. Donc, ceci conclut notre émission. Je voulais remercier nos auditeurs et leur promet de revenir d'ici 2 semaines. Je pense que dernièrement, on a essayé de venir aussi souvent que cela. Donc, on va continuer cela pour vous tenir au courant de l'actualité dans la région. Merci Achille et à très bientôt. Merci Aline, à la prochaine.